Alors, bonjour, je suis Diane Bertholette, professeure, après avoir été professeure titulaire, maintenant professeure associée au département d'organisation et ressources humaines à l'UQAM et vice-présidente du CA du Fonds Société Culture. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, je fais une très brève introduction. Je présente le professeur Maheu qui va vous faire une présentation et ensuite je vais inviter trois panélistes à se joindre à moi qui vous feront une courte présentation qui répondront à des questions qu'on a élaborées ensemble et on aura un échange avec vous. Alors, la première chose dans mon introduction, en fait, j'ai essayé de faire le lien entre tous les changements qu'on a vus dans notre contexte et la tâche qu'on avait à exécuter et qu'on a exécutée comme professeur d'université. Guy Rocher nous rappelait il y a quelques années qu'au début, lorsqu'il a commencé à travailler comme professeur, il y avait des tâches d'enseignement, mais pas nécessairement des tâches de recherche. Et que les tâches se sont complexifiées, d'abord à faire de la recherche surtout disciplinaire en solo, au départ. Il faut voir qu'il y a eu un changement social à cet égard-là. Et dans le cadre des sciences sociales et humaines, on a beaucoup développé la recherche partenariale, non pas avec le secteur privé tout d'abord, mais avec des partenaires sociaux, où on a déjà commencé le partage de connaissances. On l'oublie très souvent, et il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet dans les années 90. Puis, on nous a demandé comme professeurs de développer des équipes de recherche et de créer des réseaux. On est passé par la monodisciplinarité, à la multi, l'inter, le trans. Maintenant, on est beaucoup plus dans les interordres avec notamment nos collègues des cégeps et sur le plan international. Donc, et Rémi Quirillon vous dirait dans l'intersectoriel aussi maintenant, ce qui veut dire qu'on a dû développer avec le temps des habiletés relationnelles et une meilleure connaissance des autres disciplines pour pouvoir travailler ensemble. On a eu une diversification des sources de financement. C'est sûr qu'au départ, ce à quoi on pense, ce sont les programmes réguliers des organismes de subventionnaires, mais nos universités, les dirigeants des universités en particulier, mettent beaucoup l'accent dans des périodes où les ressources sont peu disponibles sur des recherches plutôt en commandite, que ce soit avec le privé ou le gouvernement. Les fonds ont également la notion d'action concertée avec des organismes gouvernementaux qui dégagent certains montants pour qu'on puisse faire de la recherche sur des questions ponctuelles et favoriser ensuite le partage de connaissances. Les fondations ont joué et jouent toujours un rôle important, pas toujours de façon transparente, pas toujours de façon collégiale. Ça peut être un enjeu également, de la même façon que la création des chaires de recherche qui viennent du privé. Et, évidemment, on en a parlé un peu ce matin, les stratégies et les politiques gouvernementales. Au départ, les deux SQRI étaient beaucoup axés sur une recherche en partenariat avec le privé. Le financement allait beaucoup au privé, alors que la PNRI rétablissait, si je peux me permettre, un certain équilibre. On est toujours à l'évaluation quantitative de nos extrants de recherche. On en a parlé ce matin. Le nombre d'articles, la cote des revues, le nombre de citations, les montants des subventions. On sent un vent de changement, c'est-à-dire que pour reconnaître la diversité des approches, il faudra peut-être revoir la nature des critères sur lesquels on s'appuiera pour juger des projets de recherche qui sont déposés. On a aussi de plus en plus eu à s'occuper de nos étudiants. C'est-à-dire au départ, dans certaines disciplines, ça allait de soi, dans d'autres, moins. Et on accompagne nos étudiants lorsqu'ils font leur demande de financement, mais au-delà des bourses disponibles dans les organismes subventionnaires, maintenant, les universités veulent qu'on dégage des montants qui soient de façon régulière attribués à des étudiants pour qu'ils poursuivent leurs études. Donc, ça veut dire qu'on a de plus en plus un rôle au niveau du financement des recherches. Et dans un contexte où les ressources sont peu disponibles, on se rend compte dans certaines universités ou certaines facultés qu'on attribue les ressources universitaires pour la recherche, surtout au financement qui vient du privé. Alors, il y a aussi un enjeu au niveau des critères et des modes d'attribution des ressources universitaires. Et on l'a vu, on en a beaucoup parlé, une diminution des taux de succès des demandes de subventions, ça veut dire quoi? En règle générale, ça veut dire qu'on est appelé à multiplier le nombre de demandes de subventions de manière à pouvoir éventuellement en obtenir. Alors, la charge de travail, en plus des activités d'enseignement et de service aux collectivités, augmente. Les tensions également augmentent parce que l'accès aux ressources peut créer un certain nombre de tensions avec des collègues des universités dans notre domaine, mais aussi entre les universités. Peut-être, avec ce qui a été dit ce matin,
qui affaiblit notre capacité de travailler ensemble pour demander qu'il y ait des changements, parce que finalement, tout le monde veut avoir accès à ces ressources-là. Rappelons également que les règles se sont précisées au niveau de l'éthique et de la déontologie. Rappelez-vous l'énoncé des 3 conseils, rappelez-vous également la politique sur la conduite responsable. Maintenant, depuis quelques années, les étudiants doivent soumettre leurs demandes à des comités d'éthique. Alors, ça aussi, ça a augmenté notre responsabilité. On doit suivre ce que les étudiants font, veiller à ce que ce soit accepté et que ce soit bien fait. On a vu également que la recherche partenariale avait migré vers d'autres secteurs. Et là, quand je parle de partenariat, c'est vraiment où il y a un partage de connaissances. J'ai vu récemment, au cours des dernières années, beaucoup la notion de Living Lab qui s'est développée, par exemple, en ingénierie. Mais pourtant, les questions qu'on pose en ingénierie sur ce type de recherche-là ont trouvé réponse il y a 10, 20 ans en sciences humaines et sociales. Donc, ce qui est dommage, c'est que souvent on travaille en silo, alors que les uns et les autres ont déjà réfléchi à des questions qui nous concernent tous. D'où la notion de mobilisation, partage, transfert de connaissances. On en a parlé également. On a une responsabilité pour faire en sorte que nos résultats soient utilisés, pas toujours dans les milieux non académiques, ça peut être avant tout dans les milieux académiques, mais on a vu au cours des dernières années tout un réseau se créer pour formaliser les activités de transfert et de mobilisation. Je pense notamment aux organisations de liaison et de transfert, aux CCTT, plus dans les cégeps, qui ont constitué un vaste réseau et qui travaillent en interaction avec les gens qui font de la recherche dans les universités, dans les collèges. On met l'accent sur l'innovation. Le gouvernement insiste sur cet aspect et pourtant, il dissocie en ce moment la recherche de l'innovation, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, il y a une mécompréhension, semble-t-il, de ce que peut être la recherche, quelles sont les retombées des connaissances scientifiques en termes d'innovation, qu'elles soient technologiques, organisationnelles ou sociales. On l'a bien mentionné aussi ce matin. Alors, tout ça a fait en sorte que notre travail s'est diversifié, s'est complexifié, les enjeux sont importants et ce matin, cet après-midi, on a plusieurs conférenciers qui vont venir discuter de cette question.